Alors, sans transition, comme on dit, la recherche de demain dans nos universités, session modérée par les doyens Mathieu Récherigon, Paris-Cité, Marc Imbert, Paris-Saclay. Donc merci à tous. On va commencer cette session sur la recherche de demain dans nos universités. Et nous allons commencer par une controverse sur une discussion dont on entend beaucoup parler, qui est un sujet qui revient régulièrement, qui est: faut-il encore effectuer des essais randomisés? Et nous avons deux intervenants de très grande qualité ici. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Boutron, qui va commencer, qui est professeure d'épidémiologie clinique à l'Université Paris-Cité. Je lis mes notes parce que je veux être sûr de ne pas faire d'erreur. Elle dirige l'équipe méthode au sein du CRES, qui est le Centre de recherche en épidémiologie et statistique, dont je fais partie aussi. Et elle co-dirige l'axe recherche sur la recherche, et elle a développé plusieurs autres axes, notamment la recherche interventionnelle dans la recherche sur la recherche, et plus récemment les Living Systematic Review. Et en face d'elle, puisque tu vas défendre le non, il ne faut plus faire d'essais thérapeutiques randomisés, nous avons Yann White, qui sera pour les essais thérapeutiques randomisés. Donc Yann, il a dirigé pendant longtemps une des équipes du BSU, Biostatistical Units, au MRC à Cambridge. Il est actuellement professeur à l'University College of London et dirige l'équipe de méthodologie de la MRC Clinical Trial Unit. Il travaille notamment sur les essais de non-infériorité, sur les MAMS, les essais multi-arms, multi-stage, sur l'inférence causale, et puis, c'est un clin d'œil, sur les données manquantes aussi. Merci à tous les deux et bienvenue Isabelle. Donc, j'ai fait une petite interversion dans les diapos. Donc, je vous prie de m'excuser, j'avais mis celle de Yann en premier, et du coup, en fait, nous commençons par Isabelle. C'est les animations. Voilà Isabelle, tu as le micro là. Je vais donc switcher en anglais. Oui. So good morning, everyone. I'm greatly honored to be here to do this presentation with Yann. So the point of view I'm going to give you is the point of view of a methodologist involved in the planning and conduct of randomized controlled trial, but also a meta-researcher questioning how research is planned, conducted, analyzed, and reported, and a systematic reviewer doing systematic reviews and meta-analysis to support decision-making. And you can see on this slide my vested interest. So, of course, we all know that, and we all learn when we are doing our study, that randomized controlled trials are considered the gold standard for evidence generation because they provide an unbiased estimates of the treatment effect, and they are at the top of the pyramid of evidence. So ideally, every medical treatment or intervention should be tested in a well-powered and well-conducted randomized controlled trial. And because it's at the top of the pyramid of evidence, each therapeutic decision should be based on high level of evidence and on randomized controlled trials. But are randomized controlled trials actually providing a high quality of evidence? Well, a very important series was published in The Lancet in 2014, showing that there is a considerable waste in research in the way we plan, conduct, and report randomized controlled trials. Very often, randomized controlled trials tackle low priority questions using surrogate marker and not patient-important outcome. The study design and methods are inappropriate with small sample size. And for example, a study showed that of about 1,300 randomized controlled trials included in Cochrane's systematic review, only 16%
had a low risk of bias. In addition, only about 50% of randomized controlled trials publish their results, have their results in the public domain. And when the results are published, they are badly reported. We are very important missing information related to the description of the intervention, the outcome, and with selective reporting of outcomes. In addition, randomized controlled trial takes years to be done. There's years between the protocol and access to results. And when the results are available, they can be outdated, particularly for innovation, for digital health, or for surgical intervention. Let me give you the example of the COVID-19 vaccine and the Delta variant. During the COVID-19 vaccine, randomized controlled trials were very useful to demonstrate the effectiveness of COVID-19 vaccine at the beginning of the pandemic. But when the variant arose, and you can see here the prevalence of Delta variant over time, and when we had questioned whether a vaccine worked on Delta variant, whether we should use booster, well, no evidence was provided by trial, and evidence supporting decision was based only on observational data and emulated trial. And can trials adequately inform clinical decisions? Well, randomized trials are useful to demonstrate the efficacy of a new treatment compared to a placebo, but the management of patients, particularly patients with chronic disease, involves several decisions. Clinicians and patients want to know what is the best treatment among all the existing treatment available, and what is the best treatment strategy. Which treatment first, which dose, for how long, when can we reduce the dose, when can we stop treating the patient, when should we change treatment, which combination of treatment is the most beneficial, which sequence of treatment. And patients and physicians are not interested in the average treatment effect in the population. They want to know what is the best treatment for a given patient. It is unrealistic to expect that randomized controlled trial will provide the relative effectiveness for all these different strategies. In addition, randomized controlled trials are not efficient for rare events and for long-term outcomes. For non-drug treatments, it's even more complicated. There is a reluctance to randomization, for example, in a surgical trial. There is no placebo, what will be the placebo of surgery. Blinding is much more difficult to achieve. And in this complex intervention, each component of the intervention can impact the treatment success. This implies that we need to standardize. There is an influence of care provider and centers' volume on the treatment effect, and this raises the question of the applicability of the results. So when we look at the level of evidence and when we look at clinical practice guidelines, what is the level of evidence of clinical practice guidelines? So this study was interested in major cardiovascular recommendations that were produced by the US and the European Society. And they assessed the recommendation over 10 years. Of about 3,000 recommendations produced, only 8.5% were based on the highest level of evidence. Only 80.5% were based on randomized controlled trial. So all the others were not informed by randomized controlled trial, and there is no improvement over time. There is also some questions about the sustainability of the clinical trial enterprise. Indeed, clinical trial infrastructure is currently based on a one-off approach. We construct a new trial infrastructure for a given question, and this clinical trial infrastructure will be deconstructed after the study is finished. An assessment of pivotal trials that were supporting FDA approval showed that the median cost was $19 million, and by 2025, it is estimated that the global spending on clinical trial per year will reach $68.9 billion a year. Participation in clinical trials involves also a very important burden for patients. It's a cost for patients, physical burden, psychological burden, and there are important recruitment difficulties.
more than a quarter of randomized controlled trials are stopped prematurely because of poor recruitment of patients. And all these issues raise the applicability of the results and the external validity of the trials. It was shown that there is an underrepresentation of elderly. For example, this is a study evaluating pioglitazone. All the randomized controlled trials were identified, and they are represented by a small circle here. And we compared the mean age of the patients included in these randomized controlled trials to the mean age of the patients actually treated in clinical practice. And as you can see here, patients involved in trials were much more younger. It was also shown that eligibility criteria and exclusion criteria of randomized controlled trials are very often unjustified. Older patients are excluded, patients with multimorbidity, several treatments, while these patients will be treated in clinical practice. A study showed that 84% of trials had at least one poorly justified exclusion criteria. Now we also have currently new opportunities. Particularly, there is an increasing access to real-world data with electronic health record, administrative databases, wearable devices, and these give access to big data where we could evaluate treatment. And there are also new methods that are being developed, particularly emulated trial. Just to give you the example of metformin for diabetes, the trial that allowed obtaining the FDA approval to go on the market involved 141 participants, while currently in a single US medical administrative database, there is more than 1 million new users. And so we definitely need to use this data to evaluate this treatment. Another example here, in the field of hypertension, there are several first-line treatments, and it was difficult to know which first-line treatment is the best. If we take data from randomized controlled trial, we can see here we have very sparse data, a very few head-to-head comparisons. But if we use existing database, and here it's the example of 9 databases from 4 countries that involve 4.9 million patients, we can see that we have enough data to compare all the drugs between each other and answer the clinicians' questions. So in conclusion, this slide summarizes the complexity of the situation. You can see here the different patients that we would like to treat, and we would like to have some information for the different types of patients. We are also interested by different outcomes, surrogate marker, but also patient-report important outcome, but also rare adverse event. And we have different comparison of treatment. And in dark blue, the authors highlighted what question randomized controlled trial will be able to answer. And you can see here that it's a very few questions. So my feeling is that the future of evidence generation is probably a combination of randomized and non-randomized methods, drawing on a variety of data sources. Thank you for your attention. Merci Isabelle. On va passer maintenant à Yann, et puis derrière, je vous laisserai la parole pour toutes les questions que vous souhaitez leur poser. Je reviens. Thank you. Thank you very much. Oh. Thank you very much, Mathieu, Isabelle. Thank you, Isabelle, for speaking in English. Thank you to all of you for listening to me in English. It is because of me that we're doing this debate in English, because you really don't want to listen to me speaking French. So, do we still need randomized trials? Isabelle has made it clear that randomized trials have a lot of problems, but I want to persuade you that we still do need them. So what's special about a randomized trial? We take patients, we randomize them into 2 or more groups that receive different interventions, we follow them up. The key thing is that those groups that we create by randomizing are comparable on observed characteristics, age, gender, severity, but also on unobserved characteristics, anything that may be prognostic
that we haven't fully measured, maybe we don't even know about, our groups can be sure to be comparable on that, and that's really important. But in everyday life, we can learn without randomizing. So, for example, I know that if I go into a room, I press a light switch, the light will come on. I know that from experience. I haven't done a randomized trial about that. How can I know it anyway? Well, I know it because I know that the light would stay on unless I intervened, pressed the light switch. In other words, I can predict the unintervened outcomes very well. And my intervention, pressing the light switch, produces an immediate result. The light goes on. So the intervened outcomes are very different from the predicted outcomes. And those two characteristics, I would suggest, are very rare in medicine. You may have a situation where you know the patient will die unless you intervene. You intervene, you saved a life. Great, you don't need a randomized trial. Probably. Maybe you were lucky. But probably you don't need a randomized trial. But that is a very rare situation in medicine. Most of our advantages, our improvements in treatment are incremental. So what are the non-randomized options? So here we've got, sorry, this slide was meant to come up bit by bit. So we've got, at the top, we've got patients in the real world being treated with standard of care, that's blue faces. And then a new treatment comes along, which we study in research. So first of all, we have to study it in research. We have to understand the safety and acceptability of the new treatment. So we could do a historical control trial. We could compare it with previous patients in the real world or control groups from previous randomized trials. We could do a concurrent control trial. We could compare our patients with real-world patients at the same time. Or we could wait, and once the treatment is beginning to be used in clinical practice, over on the right-hand side of the picture, we could do an observational study comparing patients treated and not treated. But I just want to make the point, which I think is obvious when you think about it, that you can't do those observational studies in healthcare databases until the treatment is already in general use, and we need to evaluate its efficacy earlier than that. So the observational study is not a complete solution. So what can go wrong if we use a non-randomized study? Let's take historical controls as an example. Here I've got 5 things that can go wrong. So the first one is confounding. Our new and our historical patients may be systematically different. For example, standard care may be improving over time. We hope it is. Therefore, we'd expect to get better results with our new patients. We may have selection bias. The way we choose patients into our study for analysis may be different. For example, our definition of the historical control group might exclude the healthiest patients. We might be concerned about performance bias. Patients know what they're getting, they like the new treatment, hence they do better, or they report themselves as doing better. We may have an information bias. We have differently recorded outcomes. For example, maybe follow-up is less complete in new patients. Maybe it's even defined slightly differently. And we may have a reporting bias, that the comparison of our new and historical patients is done in a data-dependent way. Maybe the definition of the outcome is what worked in the historical data. Randomized trials hope to avoid all of these biases. They avoid confounding by randomizing to get comparable groups. They avoid selection bias by selecting patients for study before treatment is assigned. They can avoid performance bias by blinding patients and doctors if that's appropriate. They avoid information bias by a common outcome definition, and if possible, by blinded assessment of outcome, in other words, without knowing the treatment that patients were randomized to. And they address reporting bias
by writing a statistical analysis plan, which increasingly in practice is being written before any data separated by a randomized group is seen, even as an interim analysis. Now, there's one thing interesting here, which is those last four don't actually require randomization at all. They're an added benefit of randomization. You could get all of those four features by having concurrent controls and studying them prospectively. But once you're doing that, frankly, the cost of randomizing as well is not very large, and you might as well always randomize. But I do agree that we need to improve randomized control trials. They're slow, they're expensive. So I just want to tell you a bit about the work done in my unit to make them faster and more efficient. So we've been pioneering ways to address multiple questions efficiently in a single trial. I'll tell you a little bit about platform trials to evaluate multiple treatments, but we also have designs to address some of the complex questions Isabel was talking about, optimizing duration, frequency, also comparing multiple treatments where some of them are contraindicated for some patients. But let's talk about platforms. So our key trial is called STAMPEDE. It's a trial that started in 2005 in high-risk prostate cancer. And in this picture, each horizontal bar is a different arm, in other words, a different treatment. And you can see, for example, the arm A goes all the way across. We've run a control arm throughout. We had 5 initial treatments, one of which was docetaxel, which was shown to be beneficial. And as time has gone by, other treatments have been introduced. We've got metformin too, Isabel was mentioning that, that's arm K. And over 20 years, we've evaluated 10 treatments, a mixture of repurposed and novel drugs, come up with 4 practice-changing results that have improved median survival from about 3 to about 7 years. And I like to think of this as a different way of thinking about trials. Rather than focusing on the treatment, does it work? It's a trial focusing on the patient. What's the right treatment for this sort of patient? The biggest argument for this sort of trial is about the trial conduct being much more efficient. For those early comparisons that started in 2005, this graph shows how centres were recruited to the study, each centre obviously going on to recruit patients. So it was a fairly slow recruitment over 60 months for those original comparisons. For all the other comparisons that came in later, recruitment of centres was much, much faster. And so this is the idea that we build this machine of a study and we keep it going to answer new questions much more efficiently. There is empirical evidence comparing randomized trials with studies from observational databases, especially trial emulation. When you look at this, you see that the authors report good agreement, but it's only good agreement. In this particular study, of 5 of 30 pairs gave really different results on the randomized and observational evidence, and one pair actually had treatment effects that were statistically significant in opposite directions. So if we wanted to use observational evidence, we will have to say, well, we may be right, but we may be getting it completely wrong. And I think that's a good argument for doing the trials. But also, of course, all of these emulations are only possible once we're already having the treatment in common use. So to summarize, we can reduce our data collection demands and our cost by using historical controls or concurrent controls, but we really face a lot of problems confounding and biases. We can avoid some of those biases by collecting the control data within the trial, but that barely saves us any cost in the study. Observational studies seem a very sort of cheap and convenient way, but they only work once the treatment is in general use, and so a randomized trial seems a very sensible alternative. So to sum up, treatment effects in modern medicine are modest. Gains in median survival from 12 to 16 months, for example.
we transform patient outcomes by accumulating these modest improvements. So bias and confounding only have to be modest as well to give us the wrong answer. And that's why we need prospective trials with randomization to minimize these biases and give the best evidence for improving how we treat patients. Thank you very much for listening. Thank you very much, Ian. It was very nice. Thank you very much. Both presentations were truly excellent and stimulating. We should not be shy. It's so important. It's everyday's business, and we need really to stand and ask questions. If everybody's shy, I will start. So my first question to both of you, your thinking is excellent on both sides, and you always have to understand who is the client. Is the client an agency which is going to reimburse? Is the client a medical community who is going to endorse this in guideline generation? Or the client is a patient, which is the case. And this is very important. How deep do you go into patient-reported outcome measures in your randomized control trials, in your real-life evidence? So I just try to center the problem on the outcome of the debate. I don't know if somebody wants to start with that. Maybe one size fits all, but... Yes. I mean, I think in most of our trials, we tend to go for objective outcomes. I mean, obviously, there's value in patient-reported outcomes, but equally, the problems of subjective reporting are difficult. So often, they go secondary for us. Thank you. It goes secondary because they are never put in the front line, because they are not robust enough. But now there are professional patients, associations, etc. So it may change one day. So I think that you have patient-reported outcome, and probably depends in which field you're working. So for example, in some field, in rheumatology or in psychiatry, of course, you will rely on patient-reported outcome. And I think currently existing routinely collected data and available data that are real-world data are not very rich in this type of data. And I think we definitely need to think and to work on which data we'll collect. But I think what is also very important is the involvement of patients in the planning and conducting of both randomized control trials and emulated trial, to make sure that we take into account the point of view of patient. And I think probably in the UK, it's very well routine practice, but probably much less in France. Merci beaucoup. On peut poser des questions en français, voilà, et il y a Mathieu qui vient de donner, in English or in French, hein, Philippe. Question is for Isabelle. What are the criteria of quality of emulated trials? Because, of course, it seems very attractive because we have large databases, but what can we do with them, and which are the quality criteria that allow conclusions to be confident? So we recently did a sort of a systematic assessment of observational study evaluating treatment, and it's very poor. It's currently, the literature is of very poor quality. I think the principle of emulated trial is sort of a new principle. We still need to do methodological work. There are some risk of bias tool. There is a risk of bias tool that was developed, for example, that used in systematic review and meta-analysis, but still work is needed on thinking of what are the confounding factors that we need, what are the outcome, how we can estimate whether we still have some unmeasured confounding. And so I think it's sort of a new area where methodologists need to invest. Perhaps you want to add? No, it's fine. We have a question in the back here. Thank you very much for this very thrilling exchange. Well, randomized clinical trial leaves very few space for uncertainty that we need to quantify to interpret the results. And on the contrary, real-life data encompass more variables with larger uncertainty. So how could you reconcile these two approaches to better estimate the uncertainty of data that will be produced by
what you ended up saying, the collaboration between these two, because we need to interpret the uncertainty of data to see how confident we are in the results. And for me, the major fail between these two approaches is in the controlled trials, we control pretty much everything. So low uncertainty and real-life data, large uncertainty. And that's often a problem for us. Yeah, the complementarity of both approaches. I think there are definitely, we need both approaches, and by definition, randomized controlled trials are very powerful before a new treatment is being put onto the market, and randomized controlled trials are also very powerful to answer other specific questions, but they definitely, and probably we need to integrate, and that's something we did discuss, to have an overall plan for specific research questions on building both randomized controlled trials and emulated trials. And in some situations, the only data you will have will be emulated trials. I'm sorry, I didn't understand the question. Yeah, there was some echo. We could not very well understand the detail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mathieu, je crois qu'il y a quelqu'un que tu as repéré. Superbe. Hello, thank you for the presentation. My question is about biology. So a randomized trial is about clinical practice, to do this or that clinical practice, but it also is super high quality biological experiment that teaches us something about the underlying biology of a disease. And also this allows us to do extrapolations in other patients, but also have better ideas for subsequent work. And do you think, as if they're de-emphasized clinical trials, we might be less able to do this, to run this kind of ancillary studies, to understand physiology better, and this will degrade our ability to have good ideas for the next studies? Did you get it? I think so. I got mine. So, I mean, certainly an RCT can test whether our understanding of biological pathways is correct. Sometimes, sadly, it turns out that that's not the case, and that's certainly a valuable thing. So if we would be at risk, perhaps, of believing that things work, but of course there was a plausible biological explanation method. Thank you very much. Mathieu, je ne vois pas de main. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Tu as une question, Mathieu, toi? Non, je... Yeah, there is a comment, question maybe from Yann. Yeah. I just wondered if I could add one thing about the patient experience, patient participation at the start. So in our unit, we have a patient committee that comments on all our randomized trials, but also we do methodology work, and we are beginning to engage patients in discussing how to develop methodology, new trial designs, which I think is really interesting. Thanks. Thank you. Maybe a final word. I think we have to move on, Mathieu. Exactly. Yes. Bon, So après, if there is je no... suis de parti pris, si tu veux, un dernier Yeah, un dernier commentaire. Pour le coup, et c'est d'actualité, je pense que sur les essais cliniques, on peut un peu paraphraser Churchill à propos de la démocratie. C'est pour ça que je dis que c'est dramatiquement d'actualité. C'est que je reste persuadé que c'est peut-être pas le meilleur système, mais c'est clairement le moins mauvais de tout ce qu'on a à notre disposition pour montrer une évidence, ou en tout cas un effet, dans le cadre d'un traitement. Et pour complémenter, il y a toujours un écho avec les données de vie réelle et toutes ces très belles interventions qu'on arrive à tester en vie réelle ou dans d'autres systèmes. It was very nice. It was very nice. Thank you very much. Thank you. Thank you. Alors, on va poursuivre en français, je pense. Apologies, Yann, we will switch to French. Donc, la présentation suivante, c'est donc le professeur Stéphanie Alassonnière, qui est donc professeure de mathématiques appliquées. Elle est actuellement vice-présidente innovation, valorisation et directrice adjointe de l'Institut Prairie. Ses recherches portent notamment sur la conception de systèmes de classification et d'aide à la décision, et ce qui l'a amené, entre autres, à créer une start-up qui propose un outil d'accompagnement pour aider les patients à suivre la grossesse. Et donc, on va parler avec Stéphanie de start-up, de valorisation, où en est l'université. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit sur les essais cliniques randomisés. Donc, je suis mathématicienne et pas médecin. Donc, déjà, vous allez me cataloguer très vite. Moi, je pense qu'il y a les essais cliniques randomisés. Ce qui est très bien, c'est qu'effectivement, il faut continuer à les faire, mais il faut utiliser les outils qui vont être à notre disposition
pour quand ils ne sont pas complètement faisables, en particulier un quart d'entre eux est abandonné, de ce que j'ai compris, à cause d'un manque de patients, et bien utiliser les nouvelles technologies pour réussir à compléter et à aller plus loin sur ces essais qui potentiellement pourraient être arrêtés. Et ça m'amène à l'IA, qui sera discutée par Valérie après, et qui est au cœur de toute une série de valorisations que moi j'ai menées. Mais alors aujourd'hui, je vais plutôt prendre ma casquette vice-présidente de valorisation, essayer de vous montrer où on en est dans l'innovation, quelle qu'elle soit, à l'université. Alors, ce schéma est un petit peu complet, mais juste, je voudrais vous montrer qu'on est à l'université en capacité d'aborder ce qu'on appelle la chaîne TRL, donc Technology Readiness Level, donc l'état d'avancement technologique d'une innovation, et qu'en fait, au sein même de l'université, on va être capable de regarder tous les aspects de l'innovation, de son idéation jusqu'à son transfert. La première chose qui est importante, c'est de faire émerger l'envie d'innover. On a tous, quand on est chercheur, doctorant, la même idée au départ qui est de publier. La publication, c'est une très belle valorisation, mais ça peut ne pas être la seule. Et ce qui est important à l'université, c'est de changer de mode, d'être un peu schizophrène dans notre mode de fonctionnement et de se dire « oui, je vais valoriser ma science auprès de la communauté scientifique, mais est-ce que je ne peux pas aussi en parallèle valoriser ma science auprès d'un public plus large, qui serait la population générale ?» Et ça, essayer de changer la culture de la recherche en France, c'est quelque chose qui est très nouveau et c'est ce que toutes les universités se sont engagées à faire, en particulier en sensibilisant, en expliquant quels sont les avantages, les inconvénients de déposer un brevet, dans quel cas c'est possible, etc. et de susciter un petit peu l'envie chez nos communautés de chercheurs et de doctorants et d'étudiants. Alors je vois qu'il y a des très jeunes têtes là. Les étudiants ne sont pas en reste dans l'innovation, ils sont souvent bouillonnants d'idées. Et donc l'université est là aussi pour accompagner les idées des étudiants et les concrétiser quand elles le peuvent. Une fois qu'on a réussi à ce que chacun ait un petit peu cette philosophie en tête de vouloir innover, d'avoir un impact, alors je vais être très politiquement correct, impact positif sur la société, qu'il soit un impact positif social ou sociétal ou qu'il soit économique, eh bien il va falloir détecter les opportunités de protection et véritablement être en capacité de surveiller l'état d'avancement des travaux pour protéger au bon moment et transférer ensuite. Et donc, le but, maintenant, ça va être de mettre en place des cellules, donc à l'Université Paris-Cité, mais dans d'autres universités, on a été tous encouragés à le faire. On est en capacité maintenant d'avoir des cellules de valorisation dans chacune des facultés. À Paris-Cité, vous avez la cellule qui est gérée par Christine Guillard, dont David Bonafous est le responsable. Et l'idée, c'est qu'avec ces personnes-là, vous allez être en capacité d'avoir un dialogue pour savoir où vous en êtes, à partir de quel moment vous pouvez éventuellement déposer un brevet ou transférer autrement votre innovation. Et puis, une fois que tout ça est posé, vous avez solidement engagé votre innovation vers un transfert, eh bien, il faut vraiment le déployer. Le déployer, il y a des financements, évidemment, à l'université qui existent, la prématuration en particulier, quand on a encore une idée de ce que ça peut devenir. Pas tout à fait un bon marché, mais en tout cas, une idée de qui pourrait en bénéficier. Eh bien, notre idée à l'université, et dans d'autres universités de nouveau, c'est d'être en capacité de vous donner un petit budget pour que vous fassiez la vraie preuve de concept. Et évidemment, dans certaines universités, vous allez avoir des accélérateurs qui vont vous aider à faire ce ping-pong un petit peu. Comment orienter mon innovation vers un bon marché et inversement, comment faire que le marché réponde correctement à mon innovation. Vous allez avoir des financements de maturation qui passent en général par les sociétés d'accélération de transfert technologie, les SAT. Et puis après, quand vous êtes arrivé à un niveau de maturation plus important, eh bien vous avez la sortie naturelle qui est la start-up et l'incubation. Alors l'incubation, c'est un moment assez difficile parce que c'est le moment où on se lance dans le grand bain. Jusqu'à la maturation, vous restez au chaud dans votre labo, vous continuez à progresser sur l'innovation avec les financements qui vont dans le laboratoire,
vous continuez à essayer de trouver l'adéquation produit-marché, product market fit. À partir du moment où vous rentrez en incubation, vous sautez le pas et vous allez vers l'entrepreneuriat. Et là aussi, les universités doivent être en capacité de vous accompagner. Vous accompagner pour deux choses. La première, c'est de faire effectivement que le produit arrive sur le marché, mais le deuxième accompagnement, c'est d'être en capacité de vous dire à quelle place vous allez vous retrouver dans cette nouvelle casquette. Est-ce que vous êtes le futur dirigeant de l'entreprise? Est-ce que vous êtes plutôt du côté vraiment scientifique et vous voulez garder cette casquette scientifique? Est-ce que vous voulez rester en retrait de cette aventure et quelqu'un d'autre porter cette aventure? Alors, il n'y a aucune bonne solution. Je vais vous dire, moi, je suis plutôt celle qui reste en retrait. Je fais les innovations et je laisse le bébé dans les bras de quelqu'un d'autre. Je reste impliquée avec ce qu'on appelle les concours scientifiques. Donc, je suis toujours impliquée dans l'évolution de la technologie. Par contre, ce n'est ni moi la CEO, ni moi la CSO. Donc, je ne suis pas dans l'entreprise pour développer le produit véritablement dans le cas concret. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Certains vous diront, vous n'êtes pas vraiment dedans. Ou alors, vous avez laissé le bébé à quelqu'un d'autre. Non, je n'ai pas laissé le bébé à quelqu'un d'autre. Et puis, ça a des inconvénients aussi, parce que vous voyez partir le truc, et puis des fois, ça explose. Alors, c'est très bien que ça explose, tant mieux. Et vous voyez que ça a donné quelque chose de beaucoup plus ambitieux que ce que vous avez proposé. Alors, c'est un avantage, un inconvénient, je ne sais pas. L'autre avantage, quand vous restez en retrait comme moi, c'est que vous pouvez faire d'autres technologies et continuer à produire et faire d'autres startups. La deuxième façon de valoriser, c'est le partenariat avec des industriels. Assez vite, en général, vous avez une très bonne idée de qui pourrait s'en servir, qui pourrait le mettre sur le marché et avec qui vous pourriez co-construire le produit. Ça va être à l'université aussi de vous accompagner dans ces partenariats. Et puis après, quand vous êtes dans le mode start-up entrepreneur, il y a ce qu'on appelle la vallée de la mort. Vous êtes sorti du laboratoire, vous êtes un tout petit individu au sein d'une immense piscine et les investisseurs ne vous regardent pas encore. Et vous allez avoir une longue période très très compliquée où il faut continuer à faire avancer le projet et il n'y a pas de financement. L'idée des universités, et qui a été très défendue par le député Midi, c'est de dire que les universités doivent se doter d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement qui va justement permettre d'aider le passage de cette véritable vallée de la mort que toute start-up, il n'y a quasiment aucune qui n'y passe pas, à affronter. Alors, vous avez tout ça qui est dans un cadre bien solide. En fait, tout ça, c'est véritablement englobé dans quelque chose de beaucoup plus vaste que l'université doit mettre en place, à la fois des interfaces politiques et académiques pour le pilotage, donc des politiques de recrutement pour l'innovation, des politiques d'infrastructure, des politiques de carrière aussi, vous facilitez le transfert du public vers le privé, que vous soyez 80% dans votre start-up et 20% encore dans votre laboratoire, parce que les choses ne peuvent pas non plus s'arrêter du jour au lendemain. Des politiques de distribution de revenus, évidemment, parfois il est très compliqué de savoir négocier avec un industriel la part de ce qui revient à l'université. Et puis, les collectes des analyses et des données des acteurs qui permettent aussi de valoriser pour une université l'implication de ses chercheurs dans l'innovation et le transfert. Et de l'autre côté, ça c'est tout ce qui est interne, de l'autre côté, il faut évidemment une interface beaucoup plus poreuse avec le monde socio-économique. Et là, c'est des relations intensifiées et pérennisées avec des entreprises, le networking, et puis des dispositifs de mobilité dans les talents, par exemple des industriels qui viennent dans les laboratoires, et puis les labcoms et ce genre de choses. Et donc tout ça, c'est ce que les universités françaises sont en train de mettre en place. Je dois bien dire qu'on a un peu de retard face aux universités anglo-saxonnes, qui sont déjà dotées de fonds d'investissement, qui ont déjà tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que vous évoluez dans des universités où tout ça, c'est déjà en place, et donc vous pouvez aller innover. Il suffit juste d'y mettre le brin de volonté au départ et le changement de culture dont je parlais au début. Alors, la création de start-up, l'objectif du président de la République, c'était 500 start-up deep tech. La définition de deep tech pour cet objectif, c'était une technologie qui sort des laboratoires, donc qui est issue de la recherche. Donc, ça peut être de la recherche
en santé, ça peut être de la recherche en sciences, mais en société humanité également. On a eu énormément de financement de la BPI, ce qui permet de structurer tout ça, et puis d'autres financements qui vont dans les laboratoires pour les projets. La création des pôles universitaires d'innovation, il y en a 29 sur le territoire français qui ont du coup l'obligation de structurer tout ça. Et puis, les petits conseils que j'aimerais vous donner, c'est si vous avez envie, restez le plus longtemps au chaud. La vallée de la mort, c'est froid, c'est dur, et c'est vraiment un moment qu'il faut retarder au plus. Donc, restez dans les labos, profitez de la dynamique du laboratoire le plus longtemps possible, avec les outils qui vous sont donnés. Quand vous avez la possibilité d'être dans une université où il y a un fonds d'investissement, sollicitez-le. Et puis, essayez de continuer à insuffler de la recherche et du développement à la fois dans les entreprises. Bon, peu importe. J'en avais terminé en vous disant que l'idée, c'était quand même que l'université soit aussi en capacité d'héberger des structures privées, comme les startups issues de ses propres laboratoires. Voilà, j'en ai terminé. Merci Stéphanie, après ce petit intermède amusant. On va passer aux orateurs suivants, puis on fera les questions à la fin. Donc maintenant, nous allons accueillir Valérie Paradis et Maxime Renaud. Merci Maxime. Donc Valérie est professeure et chef de service de pathologie à l'hôpital Beaujon. Elle dirige l'équipe de l'inflammation à la néoplasie dans les maladies digestives au sein du CRI, qui est une des équipes de l'hôpital Bichat en recherche. Et Maxime Renaud est professeur, bien sûr, à Paris Cité, enfin pas bien sûr, mais excusez-moi, est professeur à Paris Cité. Il travaille au département d'imagerie médicale du CHU de Beaujon. Il est membre lui aussi et il s'intéresse tous les œufs, entre autres, à l'application de l'IA à l'imagerie et notamment toutes les problématiques multimodales qui sont associées à ces approches. Est-ce que c'est bon? Non, après là ça va, là, je suis bien en termes de lumière. Vocation de produire un certain nombre de tâches et pour clarifier ou simplifier la discussion, on pourrait les classer en 3 grands groupes qui nous permettront de mieux montrer des exemples possibles. Le plus simple à appréhender, c'est ce qu'on appelle les tâches simples, c'est-à-dire des tâches où on demande finalement à l'IA de faire une chose très simple, de détecter une lésion, de segmenter un organe, de calculer une quantité paramétrique assez simple. Ça, c'est des choses assez facilement compréhensibles. Un cran plus loin, on a les tâches qu'on pourrait appeler complexes, qui sont des tâches dans lesquelles plusieurs éléments sont pris en compte, qui vont interagir les uns avec les autres, mais dont on peut chacun maîtriser la compétence. Par exemple, la classification, le sous-typage de tumeurs. Et puis, un cran de complexité supérieure, c'est ce qu'on appelle les tâches compliquées, dans lesquelles l'ensemble des éléments qui peuvent influencer la réponse sont connus, mais leurs interrelations ne sont pas forcément totalement maîtrisables. Donc on a, pour vous donner une différence entre complexe et compliqué, on pourrait dire que aller sur la Lune, c'est complexe, élever des enfants, c'est compliqué. Alors commençons par les tâches qui sont simples, qui sont les plus en fait, produites dans la recherche aujourd'hui sur l'IA. Les tâches simples, on pourrait vous montrer des dizaines et des dizaines de travaux, sont principalement des tâches qui sont dédiées à la détection, à la segmentation, à l'identification des lésions. Donc, par exemple, ici, on a pris des exemples dans le domaine de l'hépatologie, qui est notre domaine de cœur. On a beaucoup de travaux en imagerie, par exemple, sur la segmentation, le volume, le calcul automatique des volumes d'organes ou la détection des lésions. Alors là, on quitte les pathologies, on va vers la prostate. Pourquoi? Parce que c'est un outil numérique qui est développé et commercialisé et qui permet effectivement à l'anatomopathologiste d'aller identifier directement les zones tumorales au sein d'un prélèvement biopsique, comme ici une biopsie de prostate. Alors le cran du dessus, on vous a dit que c'était des tâches un peu plus complexes, par exemple de caractérisation. Ça, c'est un exemple d'un travail qui va demander plus d'efforts aux algorithmes d'IA. D'une part, leur demander d'extraire automatiquement des images, un certain nombre de caractéristiques, en l'occurrence de tumeurs,
qui permettent à l'humain de les classer normalement et ensuite d'intégrer ces différentes caractéristiques automatiquement identifiées pour proposer finalement la même réponse qu'un humain aurait pu faire, c'est-à-dire une classification en probabilité tumorale. Et ce qui était assez intéressant dans ce travail, c'était le test qui a été fait sur l'interaction entre les lecteurs humains et la machine. On pourrait imaginer que la machine remplace totalement les humains. On pourrait imaginer au contraire qu'elle leur sélectionne un certain nombre de cas d'intérêt. Et effectivement, dans ce travail, les auteurs semblent montrer que c'est l'interaction entre les deux, c'est le fait que la machine lise d'abord et pré-trie ou classe les patients pour identifier les situations, par exemple les plus à risque qui posent problème, qui seront ensuite lues par des humains. Ces modèles de co-lecture semblent fonctionner mieux que ceux de chacun des deux parties pris séparément. Alors, dans le domaine de l'histologie, on a exactement la même chose et on peut voir la performance de ces outils. Vous avez à gauche un outil qui permet de classer 7 lésions hépatiques différentes, du foie normal au foie cirrhotique, une tumeur bénigne ou une tumeur dysplasique ou une tumeur maligne. Et avec un des modèles était particulièrement performant, et en tout cas sa performance était supérieure à celle d'anatomopathologiste qui avait une expertise, on va dire, limitée. On a également étudié ce type d'approche dans le laboratoire pour essayer d'aller identifier une tumeur particulière dont le diagnostic est difficile même pour un anatomopathologiste expert, et surtout on a appliqué ces outils à des petits fragments et donc à des biopsies tumorales. Donc on voit que vraiment la performance de ces outils augmente en sachant que pour qu'ils soient bons, il faut qu'on lui ait donné beaucoup d'échantillons à analyser. Il a mis du temps à apprendre avec un grand nombre d'échantillons. Et puis, pour vous donner des exemples de tâches plus compliquées, qui sont finalement celles qui nous intéressent intellectuellement le plus, mais qui sont le moins présentes encore dans la recherche actuellement, c'est les tâches de prédiction, de pronostication ou d'aide à la décision clinique. Et ici, par exemple, c'est un exemple d'un travail qui prédisait la réponse tumorale de tumeurs du foie à un certain traitement intra-artériel, de façon à comparer cette prédiction aux modèles existants cliniques qui sont assez peu performants. Et le modèle était bien meilleur et permettait d'une certaine manière et jusqu'à un certain point d'expliquer la raison pour laquelle il avait pris cette décision, ce qui pourrait donner en retour un certain nombre d'éléments supplémentaires aux lecteurs ou humains ou aux cliniciens qui n'avaient pas forcément pensé à telle ou telle caractéristique. Bon, et tout à fait en analogie avec ça, mais avec un autre traitement, une combinaison thérapie dans le carcinome hépatocellulaire qui associe un traitement immunomodulateur et un anti-angiogénique, eh bien, on a pu construire un modèle d'intelligence artificielle qui permet d'identifier les tumeurs, les carcinomes hépatocellulaires qui vont répondre à cette combothérapie. Et la façon supplémentaire, intéressante, c'est qu'on peut regarder après sur la zone de tissu quels sont les secteurs qui sont associés à la réponse à cette thérapie ici. De la même façon, c'était de la réponse à la thérapie. Il y a d'autres papiers qui ont montré que l'on peut identifier parmi les patients qui ont un carcinome hépatocellulaire, qui ont été réséqués, ceux qui sont à risque de récidive ou leur pronostic, leur survie. Et de la même façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut identifier les tuiles, donc les petits carrés histologiques qui sont associés à la survie du patient. Et donc après, on peut retourner sur nos lames et essayer de comprendre pourquoi ce patient, en fonction des tuiles histologiques, eh bien, va répondre ou pas répondre à un traitement. Alors on voit que c'est un domaine de recherche qui est extrêmement actif, vous le savez tous, c'est très actif en imagerie, en anatomopathologie, mais c'est en fait très actif dans tous les domaines de la médecine et de la santé. On a d'innombrables applications théoriques possibles. Et on peut dire aujourd'hui qu'on a des prototypes académiques extrêmement impressionnants, basés sur l'intelligence artificielle, mais leur transition vers l'application clinique est encore extrêmement pauvre. On pourrait lister plusieurs raisons à cela, des raisons de mise en pratique, des raisons réglementaires, des raisons éthiques, des raisons finalement de manque d'identification des besoins médicaux ou d'une certaine manque de culture de la part des milieux professionnels de santé sur ces technologies.
Ce qu'on sait quand même, c'est que l'évolution actuelle montre que les modèles collaboratifs que j'ai évoqués sont ceux qui semblent le mieux fonctionner, et c'est ce vers quoi on va de plus en plus. Mais, et ça rejoint les discussions qu'on a eues au début de cette séance, pour que ces technologies et ces nouvelles applications soient utilisées en clinique et franchissent le cap de l'application clinique, il faudra qu'elles se frottent à la production de preuves de qualité. Et aujourd'hui, on n'a pas de niveau de preuve très élevé qui démontre une valeur ou une valeur ajoutée de ces technologies dans la prise en charge de nos patients. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser l'opportunité d'être ici aujourd'hui avec Maxime pour vous présenter un projet qui nous tient très à cœur, pour lequel on a candidaté, qui est les projets de tiers-lieux d'expérimentation en santé numérique, et c'était la vague 3. Et on a donc porté un projet qui s'appelle Sentinelle, toujours sur le domaine de l'imagerie, une discipline qui est transversale, pan-organe. Quand vous réfléchissez, un patient va, dans son parcours, avoir plus souvent de l'imagerie que de la biologie moléculaire. Et donc, on sait quand même qu'il y a un certain nombre d'obstacles à l'accès à ces images, donc un accès limité aux expertises professionnelles, aux images et données, mais également aux infrastructures numériques. Et c'est dans ce contexte qu'on a porté Sentinelle, qui est un projet qui a deux missions principales. D'une part, faciliter l'accès à l'écosystème hospitalier en termes d'expertise, de données, d'infrastructures, pour développer et tester des solutions numériques en imagerie médicale, mais également de promouvoir les enjeux du numérique en santé, notamment sur les spécificités de l'image. Alors c'est un environnement unique qui rassemble les différentes expertises médicales, paramédicales, techniques, qui sont issues de l'assistance publique, de l'université Paris-Cité et également du pôle de compétitivité de compétitivité médicine. Et puis on a la chance de porter un projet qui rassemble l'ensemble des équipes d'imagerie radiologique et d'anatomie pathologique de l'assistance publique. Alors on a dit qu'une des forces, mais aussi une des faiblesses des modèles académiques qu'on a pour l'instant, c'est qu'ils sont en général construits pour répondre à une tâche. Et on voulait terminer en ouvrant, en vous montrant des innovations extrêmement récentes dans le domaine de l'IA, qui sont ce qu'on appelle les modèles de fondation. Les modèles de fondation sont des modèles entraînés sur des quantités colossales de données. Et l'objectif, c'est de produire un modèle qui va être capable ensuite de répondre à plusieurs tâches ou d'être interrogé, questionné directement et de façon interactive pour réaliser plusieurs tâches et pas seulement une seule. Par exemple, quand vous interagissez avec votre algorithme de chat GPT, vous pouvez lui poser des questions et il va vous répondre. Il n'a pas été entraîné uniquement à répondre à une question. Bon, les modèles de fondation en images, c'est des modèles qui arrivent et qui sont virtuellement capables de répondre à plein de questions et qu'on peut interroger, on peut prompter, comme on dit dans le lexique de l'IA. Ça, c'est une des premières publications cette année sur ce domaine. C'est un des premiers modèles de fondation qui s'appelle Segment Everything. Et l'idée, c'était de demander à la machine en lui disant calcule-moi le volume du foie, segmente-moi la glande surrénale gauche, l'hypothalamus, etc. Et on avait virtuellement la capacité de le faire sur tous les organes, alors qu'il n'a pas été entraîné spécifiquement pour ça. Ah, ça c'était une vidéo que je voulais vous montrer, mais je ne sais pas si ça va marcher. Non, puisque ça ne marche pas. Donc c'était une illustration de ça, où on vous montrait qu'on pouvait, en posant des questions au modèle, automatiquement aller lui demander de détecter telle lésion et de la mesurer, etc. Et on a la même chose qui peut intégrer aussi des données textuelles avec la capacité de poser des questions à ces modèles en leur demandant d'une part d'identifier des structures, d'identifier des lésions et ensuite de nous aider à produire un certain nombre de comptes rendus standardisés et typés, ce qui est probablement une très grande force. Et il nous semble que c'est une des directions plus réalistes de l'application clinique de ces modèles, c'est-à-dire d'avoir des objets numériques intégrés dans nos systèmes avec lesquels on peut en permanence interagir et lui poser des questions pour enrichir notre interprétation et notre décision clinique. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation à deux voix qui était très, très stimulante. On passe maintenant à Madame Emmanuelle Cartron, qui est donc maître de conférence à l'Université Paris-Cité dans le département de sciences infirmières. Et donc, Emmanuelle est maître de conférence. Elle a une recherche au sein d'une équipe de recherche, notamment sur les décisions individuelles en santé. Et là, elle va nous mettre en valeur la discipline des sciences infirmières dans le champ scientifique. Merci beaucoup. Merci.
D'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai pas mis de point d'interrogation, donc je suis là aussi pour répondre à cette question. Peut-être certains questionnent toujours finalement les soins infirmiers. Est-ce que ce sont des choses qui renvoient à des savoirs scientifiques et sur quoi reposent les activités infirmières que vous tous, vous côtoyez, étudiants, médecins, chercheurs. Et j'avoue qu'on m'aurait posé la question en 2005, quand j'étais diplômée infirmière. Eh bien, j'aurais été assez en peine de pouvoir répondre que oui, les sciences infirmières, c'est une discipline scientifique. Et j'aurais sans doute été vraiment en peine de l'affirmer, de dire en quoi c'était des savoirs infirmiers. Je suis sortie de l'Institut de formation en soins infirmiers en étant vraiment persuadée que je pouvais rendre service aux patients. Mais pendant 3 ans, finalement, j'ai plutôt appris des choses autour de la pathologie, de la pharmacologie. On a eu aussi quelques cours de sociologie, d'anthropologie, mais tout ça m'a vraiment donné confiance et avec les stages, je me suis sentie à l'aise pour pouvoir avoir ce diplôme d'État et aller faire des soins. Mais par contre, jamais j'ai eu de cours en sciences infirmières et pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc, je n'ai pas mis de point d'interrogation parce que depuis 2005, j'ai aussi eu la chance d'avoir des enseignements et puis moi-même de me former. Et c'est ça que je voudrais vous raconter aujourd'hui. En quoi est-ce que les sciences infirmières sont un domaine scientifique, on va dire singulier, et sur quoi ça repose? Même si les infirmières aujourd'hui, en 2024, en France, sont dans la même difficulté que moi d'y répondre. Et quand on pose la question à nos étudiants en pratique avancée, eh bien, on voit qu'en effet, toute légitimité d'avoir encore cette UE sciences infirmières pour les aider à y répondre. Finalement, pour répondre à ça, je vous propose qu'on aille voir ce qu'en pensent les philosophes des sciences. Après tout, est-ce que cette discipline est reconnue par ceux dont c'est le travail d'aller expliciter ce qu'est une science et une discipline scientifique? Bon, je me suis un peu aventurée parce que je suis allée voir ce qu'Auguste Comte en pensait. C'est le premier qui a à peu près commencé à classer les disciplines. Alors bien sûr, il a commencé par 6 disciplines et on n'y est pas. Bon. En même temps, à son époque, les soins infirmiers n'étaient pas des soins professionnels. Le nursing, c'est des choses un peu on va dire, d'une basse activité. Donc on ne lui en veut pas. Mais remarquons quand même que finalement, les sciences médicales n'y étaient pas non plus. Donc, lui, Auguste Comte, à cette époque-là, il reconnaissait mathématiques, astronomie, physique, chimie, physiologie, et puis sciences sociales, on sait que c'est le père de la sociologie. Mais remarquons aussi qu'à droite, commencer à trouver la limite de cette classification, puisque déjà, il y a une petite fragmentation, et que sans doute c'était insuffisant pour pouvoir clarifier tout ce que les sciences recouvraient. On va faire un grand rebond dans l'histoire, et je vous propose cette carte parue dans un article en 2009 qui reprenait la liste des disciplines scientifiques reconnues par Thomson Reuters à l'époque, qui assurait le calcul de l'impact factor. Et si jamais vous ne l'avez pas remarqué, je me permets un petit zoom à l'ouest, et voilà ce qu'on y trouve. La discipline de nursing, elle est reconnue à cette époque-là comme faisant partie du champ scientifique, et puis vous voyez que finalement, on n'a pas trop de... Voilà, on ne se sent pas seul, il y a plein de petits points rouges, ce qui illustre en fait plusieurs journaux, puisque cette base de données renvoie quand même au nombre de publications. Alors, l'objectif de la recherche qui est publiée dans cet article, c'était de rapporter les liens entre les disciplines, et on voit qu'on est connecté avec des choses qui sont assez différentes, et on va d'une certaine façon être proche des sciences sociales, mais pas que, et on est même connecté avec les sciences de la pharmacie. Donc, ça ne répond pas en quoi c'est scientifique, mais ça répond au moins qu'elle est reconnue. Gérard Fourès, c'est un épistémologue qui finalement rappelle dans ses ouvrages qu'une discipline scientifique, elle se base à la fois sur des savoirs identifiés, sur une institution qui les porte, et puis sur une communauté de professionnels qui œuvrent à ça. Et je vous propose d'aller voir en quoi ces 3 critères sont retrouvés et en quoi les sciences infirmières peuvent y répondre. Jean-Louis Lemoyne, qui avait accepté, alors j'y étais pas en 97, de participer aux journées d'études de l'association de recherche en soins infirmiers, qui est une association toujours active. Jean-Louis Lemoyne, c'est un philosophe des sciences qui a beaucoup travaillé sur les disciplines nouvelles.
ces disciplines qui finalement sont liées à des disciplines reconnues, mais adaptées aux activités nouvelles de l'être humain. Alors lui, son cœur d'activité, j'en parle au passé parce qu'il est décédé il y a quelques mois, mais lui travaillait beaucoup sur les sciences de la décision et on en parle beaucoup, je trouve, depuis hier, les sciences de la décision, les sciences de l'information, voilà, toutes ces activités humaines assez nouvelles. Et puis, il avait essayé de transposer ce que lui montrait pour ces nouvelles disciplines aux sciences infirmières, qu'il ne nommait pas comme ça, et il engageait on va dire, la communauté d'infirmières présente ce jour-là à clarifier en quoi, finalement, les soins infirmiers relevaient d'une science, et il l'appelait les sciences du génie infirmier, les sciences des soins infirmiers. On voyait bien qu'on était un petit peu malhabile avec ça, parce qu'en France, les sciences infirmières, à cette époque-là, n'étaient pas finalement verbalisées de cette façon-là. Alors, je ne sais pas ce que les collègues lui avaient répondu. J'ose espérer que certaines étaient là pour lui permettre aussi d'avoir un lien avec ce qui se passait outre-Atlantique, parce que à cette époque-là, en 97, on était bien loin de ne plus se poser la question et d'autres avaient travaillé pour nous. Donc on va refaire un retour en arrière, parce que finalement, aller questionner l'histoire autour de ça nous permet actuellement en France, et on verra à la fin finalement les enjeux aussi à clarifier ça. Pourquoi est-ce que les soins infirmiers, on peut les classer dans les sciences infirmières? Eh bien, la première personne qui a défini que les soins infirmiers devaient être professionnalisés pour rendre un meilleur service aux patients, c'est Florence Nightingale. Et d'emblée, elle s'est positionnée au regard des méthodes scientifiques. C'est une Anglaise qui avait eu la chance d'avoir une très bonne éducation et qui était très intéressée par l'organisation des soins. À l'époque, infirmière, ça n'existait pas. Mais elle avait en tête de pouvoir justement mieux organiser les choses dans les services ou dans les hôpitaux. Et elle a mis ça en application dans la guerre de Crimée, dans l'hôpital de Scutari. Et d'emblée, comme elle était aussi amie avec des gens comme William Farr ou bien Adolphe Quetelet, pour certains, peut-être que vous voyez qui sont ces personnes de la statistique, elle a transposé tout ce qu'elle voyait en recueil de données bien organisé, et elle a utilisé notamment ce diagramme en Copscombe, qui, on le voit moins dans les publications actuelles, mais qui a longtemps été utilisé, pour montrer que les morts liées au combat n'étaient pas du tout des décès liés au combat ou aux balles. Ça, c'est le rouge et le noir. Non, c'était des morts évitables. C'était autre chose. C'était des maladies infectieuses, on ne les appelait pas comme ça à l'époque. Mais en tout cas, c'était un manque de soins qui faisait que les blessés de guerre mouraient. Ce n'était pas le fait d'avoir des mutilations. Donc, ces travaux ont permis aussi, dans les années qui ont suivi, elle a fait des études qu'on appellerait avant-après maintenant, puisqu'elle a aussi pris des mesures, on va dire des soins de base, elle a mis en œuvre des soins de base et elle a amélioré grandement la survie de ces blessés. Alors, les soins de base, ça reposait sur quoi pour Florence Nightingale, qui finalement a décrit la nature des soins infirmiers, et basée sur des données qu'on peut-être pas probantes parce que ce n'était pas des essais contre les randomisés, mais enfin en tout cas on avait là une approche statistique des soins. Finalement, quand vous voyez le sommaire de son premier ouvrage fondateur, Not on Nursing, on est sur des choses très basiques. Voilà, aérer, bien nourrir, nettoyer, divertir. Et regardez finalement le petit point de vue sur l'histoire versus ce qu'on fait actuellement. Alors voilà, je vous témoigne ça, mais moi j'ai été très touchée quand à la radio, il y a quelques années, les hivers, on a dit « ouvrez vos fenêtres, il faut aérer 5 minutes ». Je me suis dit « mais elle le disait ça, Florence Nightingale ». Qui sont les infirmières qui actuellement prennent la parole pour remettre ça en œuvre, des principes basiques, mais dans nos écosystèmes actuels d'habitat, voilà, est-ce que les infirmières sont là pour redonner des messages très simples qui pourraient améliorer la condition de santé des personnes? Et puis, quand on regarde autour du divertissement, voilà, c'est l'objet aussi actuellement de recherche. Comment limiter la pharmacologie dans des situations basiques comme la pré-anesthésie, notamment pour les enfants? Est-ce que des processus de récréation permettent, c'est sur des essais contrôlés randomisés, d'avoir le même niveau d'anxiété que de la chimie? Eh bien, on y arrive. Et on se rend compte que les principes de base de Florence Nightingale ont encore à percer aussi dans nos cultures de soins où on est assez branché sur, on va dire, la pharmacologie.
J'irais même au-delà, et j'ai envie de dire que Florence Nightingale, elle disait « mettez de la musique dans les chambres, mettez des fleurs et surtout mettez de l'eau aux fleurs ». Et finalement, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Chenonceau voir un peu ce joli château, il y a une toute petite... des restes, on va dire, de l'hôpital militaire. Et qu'est-ce qu'on y voit dans ces chambres? Eh bien, on y voit des appareils à musique. Et en fait, une infirmière qui tenait ça, c'était la femme du médecin, c'est un peu caricatural, mais elle avait pris la direction de cet hôpital militaire et elle faisait des concerts toutes les semaines parce que les personnes qui étaient hospitalisées là, ils étaient très stables pour leur état de santé, mais c'est des mutilés de guerre qui, au niveau de leur morale, ça, c'était un peu plus difficile. Alors elle avait essayé de faire venir la culture pour divertir ces personnes et les réhabiliter, leur permettre de retourner dans la société. Donc je commence déjà avec vous là à clarifier en quoi on pourrait finalement dire que les sciences infirmières sont dans un domaine particulier. Concernant les institutions, eh bien, l'histoire fait qu'au retour de la guerre de Crimée, Florence Nightingale a dit « Créez-nous des écoles, cette profession doit avoir une bonne formation solide ». Elle a eu gain de cause et aux États-Unis, les infirmières qui étaient aussi engagées finalement dans d'autres combats, par exemple la guerre de sécession, ont eu la même démarche qu'elle. Ils sont venus la voir, ont vu comment elle avait organisé les choses et ont répliqué les choses. Donc à Yale, cette année, ils vont fêter les 100 ans de ce premier, on va dire, département de sciences infirmières. Et puis d'autres, évidemment, maintenant, j'ai envie de dire, toutes les universités de santé aux États-Unis ont leur département sciences infirmières. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas la peine de toutes les citer. J'ai aussi, à droite, parlé du Canada parce qu'on se réfère souvent au Canada et je l'ai même entendu aujourd'hui, notamment pour les soins infirmiers, comme un exemple finalement de lieu où le soin infirmier est quelque chose de développé et les sciences infirmières, un lieu de, enfin voilà, une discipline de recherche. On a la chance d'avoir parmi nous Clémence Dallaire qui est doyenne de l'université, de la faculté de sciences infirmières de Laval et Clémence fait partie des personnes sur qui on a pu compter en France pour voilà, nous guider et ça reste une collègue avec qui on travaille encore. Et je souligne que cette communauté, elle est aussi internationale et qu'en France, on peut en bénéficier. Alors c'est vrai qu'en 97, quand Jean-Louis Lemoyne est venu à Paris, en effet, les choses étaient déjà établies et dès 88, des Américaines avaient voulu répondre à ces questions-là. C'est quoi les sciences infirmières? Et elles ont rédigé des postulats dans des articles publiés qu'on donne encore à lire à nos étudiants. Puis un travail qui a un peu changé les choses, c'est le travail de Jacqueline Fossette, qui finalement a repris en rétrospective toutes les publications infirmières que les Américaines avaient faites dans les années 60, là où on leur avait dit « vous êtes bien gentils, on vous donne une place à l'université, mais il faut y rester, produisez des choses et dites-nous en quoi on a eu raison de créer des départements pour vous ». Eh bien, elles avaient créé voilà, des théories, des modèles, et Jacqueline Fossette a fait une synthèse de ces travaux. Et qu'est-ce qu'elle a identifié dans cet article? 4 grands concepts qu'elle a nommés métaparadigmes, parce qu'elle s'est rendue compte que dans la façon de parler des philosophes des sciences, il fallait pouvoir s'identifier grâce à des concepts forts. Et donc, elle a posé que les sciences infirmières étaient centrées sur l'expérience de la personne dans son environnement et comment l'environnement l'influençait, et puis en quoi finalement cette vision était liée à la santé et pas à la pathologie. Donc ça a construit ensuite tout ce qu'on va pouvoir appeler le savoir infirmier. Je vous en ai mis quelques exemples, mais les ouvrages qui sont là, les couvertures d'ouvrages, renvoient à des modèles qui peuvent guider l'infirmière dans ce qu'elle fait pour qu'elle ait un regard singulier sur les phénomènes et les situations qu'elle rencontre au quotidien avec les patients. Les articles sont liés à des théories, on va dire, plus focalisées sur des phénomènes restreints. Et pour les illustrer, je vous propose 4 vignettes. J'imagine que selon vos expériences aussi cliniques, vous allez y mettre des situations que vous avez pu voilà, rencontrer et vivre, peut-être des noms de pathologies, peut-être des traitements que vous avez mis en œuvre. Et finalement, une infirmière, ce qu'elle pourrait avoir comme regard particulier, au-delà bien sûr de soutenir le soin visant à la guérison, c'est cette vision singulière en disant, quand je regarde cette personne dans le cadran en haut à gauche,
qui semble être lié à un traitement actif. Est-ce que cette personne, comment elle se projette dans ses projets personnels? Comment est-ce qu'elle gère l'incertitude de sa maladie? Est-ce que c'est des choses qui l'empêchent finalement de vivre, ou à l'inverse, peut-être que c'est l'espoir d'aller mieux qui le guide? Ça, c'est des questions qu'une infirmière doit poser. C'est ça que les sciences infirmières veulent et disent, notamment au travers d'une théorie qui s'appelle la théorie de la gestion de l'incertitude. D'autres théories sont là pour travailler sur la transition. Les parents qui viennent de jeunes adultes qui passent à parents, que vivent-ils? Quand on sait que dans le domaine de la santé mentale, certains connaissent sans doute ces phénomènes-là, on a besoin d'accompagnement spécifique. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais c'est ce regard infirmier qu'en fait le savoir infirmier peut cultiver et que l'infirmière pourrait aussi dans ses activités développer. Concernant l'activité de recherche, parce qu'une science, ça s'alimente et c'est vivant, eh bien actuellement, dans le Web of Science, il y a 491 journaux qui sont étiquetés nursing. Et puis pour les points SIGAPS, parce qu'en France, on a tous à cœur aussi de participer à l'activité de recherche clinique. On a 5 revues actuellement en rang A. Et puis rassurez-vous, il y a des Français qui publient dans ces 5 revues. Donc parmi vos établissements, repérez aussi que certains alimentent les points SIGAPS. Et c'est aussi parfois dans les négociations à faire pour les postes, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, puisqu'on a 5 revues disponibles. Et quand on sait l'important de financer les postes de recherche en soins infirmiers, ça peut être des éléments politiques dont on peut se saisir. Où en est-on actuellement? Puisque là, c'est vrai qu'on était un peu de l'autre côté de l'Atlantique. On a eu la chance en France d'avoir des catalyseurs quand même. Le PHRIP, Programme hospitalier de recherche infirmière, financement des GOS, qui existe depuis 2010, a permis de vraiment soutenir cette activité-là. Et on en est la 15e campagne. Et l'année dernière, c'était autour de 5 millions d'euros mis à disposition de ces recherches-là, avec environ 170 projets déposés chaque année. Et puis, après toutes les étapes de sélection que vous connaissez, environ 30 projets retenus. Chose marquante aussi dans notre histoire, c'est 2018. L'arrêté de formation pour les infirmiers en pratique avancée, c'est la première formation avec une UE sciences infirmières dans nos universités. Ce qui a permis enfin d'enclencher aussi, finalement, la transmission de ces savoirs-là, pour qu'un jour, les infirmières françaises ne se posent plus la question de savoir en quoi les soins qu'elles font peuvent être infirmiers, voire développent leur regard infirmier pour que, près du patient, on puisse rendre un service complet, on va dire, et au-delà même de pouvoir administrer les traitements. Et puis, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce au travail d'Isabelle Richard et d'autres qui, en 2019, ont créé la section 92, la section au CNU des sciences infirmières, qui a permis de structurer toute cette activité, on va dire, d'enseignants-chercheurs. Et actuellement, donc, nous sommes 19 en France. Merci Paul, qui est là aussi, mon collègue de Lille, qui nous a fait cette jolie carte pour montrer que finalement, parmi les UFR de médecine, certains ont pu saisir les opportunités pour demander des postes et les obtenir, puis d'autres sont dans d'autres démarches et sont en cours. Cette carte ne montre pas une chose. Il y a aussi des universités, des UFR qui ont fait le choix de postes en service temporaire, parce qu'elles avaient sur place des professionnels qui étaient cadres, voire directrices de soins, et qui ne voulaient pas recommencer une carrière à l'université. Donc on a aussi des collègues dans d'autres UFR, mais qui ne sont pas sur des postes statutaires. Et puis on a aussi des postes qui n'ont pas été, notamment 3, lors de la dernière campagne, pourvus. Donc on a encore... Je suis désolé, est-ce que tu peux conclure? Parce qu'en fait, sinon, on ne va pas avoir le temps d'écouter Tristan. Alors, c'est la dernière slide. Merci. Et les points peut-être qu'on pourrait échanger maintenant ou plus tard, ça reste de mettre au cœur de la formation initiale infirmière ce savoir-là, pour engager les infirmières de demain à prendre leur part de l'activité et de développer cette approche du soin. De revoir, on questionne aussi entre nous le grade master qu'on dispense et qui parfois est un peu léger en recherche, mais on ne veut pas non plus, l'idée aujourd'hui de la présentation, c'était pas de dire que les infirmières de demain doivent être des chercheurs, bien non. Les élèves de terminale, s'ils veulent être chercheurs, ils ne viennent pas faire une formation en soins infirmiers, ils vont dans d'autres sections. Donc s'ils viennent
voilà, une infirmière de demain, ça ne sera pas des chercheurs, mais des utilisateurs de données de recherche, et pour ceux qui auront envie, de leur montrer que les choses sont possibles. Et puis, développons la filière doctorale en sciences infirmières, puisque actuellement, elle est disponible que dans une université. Voilà, je pense que... Merci. Place aux questions pour plus tard. Merci Emmanuel. Donc, on accueille maintenant Tristan Bonnevie, qui est kinésithérapeute, chercheur en réadaptation respiratoire au sein de l'association ADIR et président de l'Union des kinésithérapeutes respiratoires. Et ses activités de recherche portent sur la thématique de la réadaptation respiratoire et sont réalisées au sein du groupe de recherche sur le handicap ventilatoire et neurologique à l'Université de Rouen. Merci Tristan. Très bien. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette présentation et pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant à traiter aujourd'hui des sciences de la rééducation et de la réadaptation, pourrait-on ajouter. Alors je vais essayer de me tenir au temps, et à travers cette présentation, j'aborderai 3 points principaux. Je tenterai de décrire les besoins qui justifient de développer la recherche en sciences de la rééducation. J'aurai quelques mots à propos des chercheurs en sciences de la rééducation, et enfin, à l'aide de données bibliométriques, je tenterai de décrire ce que sont la recherche en sciences de la rééducation. Alors, pour introduire cette présentation, je souhaitais débuter par un nombre, 2,41 milliards. Il s'agit du nombre de personnes estimées par l'Organisation mondiale de la santé et qui souffrent d'une affection qui justifie de soins de rééducation et de réadaptation. Ce chiffre, déjà extrêmement élevé, est probablement sous-estimé en raison des méthodes de calcul et de surcroît ne prend pas en compte les besoins du sujet âgé, pas nécessairement pathologique. Pour le dire autrement, c'est tout simplement un être humain sur 3 qui a des besoins de rééducation. Et cette tendance est en augmentation constante, puisqu'au cours des 30 dernières années, les besoins de rééducation ont augmenté de 63% et sont encore amenés à évoluer, notamment en lien avec l'augmentation de la survie et l'augmentation également de la population mondiale. Alors, quelles sont ces affections qui suscitent des besoins en termes de soins de rééducation, et qui sont autant de pistes de recherche qui seront accessibles aux chercheurs en sciences de la rééducation? Tout d'abord, les affections musculo-squelettiques, notamment la lombalgie, suivies des altérations sensorielles, déficits visuels, auditifs, puis des pathologies neurologiques, respiratoires et cardiovasculaires. Et alors que le développement des sciences médicales a permis d'améliorer le pronostic dans nombre de ces affections, les chercheurs en sciences de la rééducation et de la réadaptation, quant à eux, vont tenter d'améliorer les connaissances et la pratique pour restaurer, réduire, prévenir et éventuellement compenser les conséquences fonctionnelles qui seraient causées par ces affections, de sorte que les personnes qui en souffrent puissent non seulement vivre plus longtemps avec leur pathologie, mais également dans de meilleures conditions, notamment d'autonomie et de qualité de vie. Alors, qui sont les chercheurs qui contribuent à la recherche en sciences de la rééducation? On pense évidemment en premier lieu aux professionnels paramédicaux de la rééducation, dont la catégorie la plus importante sur le plan démographique est représentée par les masseurs kinésithérapeutes, suivis des orthophonistes, des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et diététiciens. Et au-delà de l'hétérogénéité démographique que vous pouvez constater, on constate également une hétérogénéité dans la durée de formation, le parcours de formation de ces différents professionnels. Et quand les orthophonistes, qui ont été pionniers en la matière et sont aujourd'hui pleinement intégrés au système universitaire, que c'est en cours pour les masseurs kinésithérapeutes, on constate que la durée de formation pour les autres professionnels de la rééducation est plus courte. Et ça pose probablement des difficultés, notamment d'accès à la formation, à la recherche pour ces professionnels, et donc leur contribution aux sciences de la rééducation et de la réadaptation. En lien avec cela, quand on s'intéresse à la répartition des qualifications obtenues en fonction de la formation initiale, donc auprès du Conseil national universitaire des sciences de la rééducation et de la réadaptation, fondé en 2019, on s'aperçoit que les kinésithérapeutes et les orthophonistes sont représentés à peu près dans la même proportion que celle de la démographie, que les ergothérapeutes sont quant à eux plutôt bien représentés par rapport à la démographie, mais que finalement les autres professionnels de la rééducation le sont un peu moins. Un autre élément qui, je trouve, est extrêmement important à constater sur cette figure, c'est que la seconde catégorie la plus représentée est en réalité composée des professionnels issus de la filière STAPS, donc la science du sport, qui, par leur ancrage dans la discipline des sciences de la rééducation, viennent contribuer à enrichir ce Conseil national universitaire.
Alors, que peut-on dire de la recherche en sciences de la rééducation? Et pour cela, je me suis appuyé sur les données bibliométriques. Ce que l'on constate, c'est que la part des publications en lien avec la kinésithérapie, en proportion des autres domaines des sciences de la rééducation, est en évolution et représente, sur les données les plus récentes dont on dispose, plus de 50% des publications. Cette progression est plutôt encourageante, mais finalement, quand on remet dans le contexte global des recherches sur l'humain ces publications, elles ne représentent que 3% de l'ensemble des recherches réalisées chez l'être humain. Et donc, un rapide calcul permet d'estimer que les sciences de la rééducation dans leur globalité représentent environ 5% des recherches, ce qui est évidemment encourageant, mais probablement insuffisant au regard des besoins décrits en introduction de cette présentation. Et c'est pour cela que l'Organisation mondiale de la santé, dans son plan d'action réhabilitation 2030, invite les États à favoriser la recherche dans ce domaine. Alors, que publient les chercheurs en sciences de la rééducation? On constate à nouveau une évolution dans les méthodes publiées, et alors qu'il y a une trentaine d'années, les essais randomisés contrôlés étaient plutôt minoritaires, on constate une évolution, alors que, suite aux présentations qui ont été faites, je me garderais bien de qualifier de positive, mais toujours est-il une évolution qui représente aujourd'hui donc 60% des données publiées. Et on constate également l'apparition d'une autre catégorie, les revues systématiques, qui représentent également un quart des données publiées. Si on veut ensuite aller plus loin et pouvoir définir les thématiques et la qualité des travaux réalisés en sciences de la rééducation, je me suis intéressé aux données publiées sur la base de données PEDRO, qui a été créée à l'initiative de nos collègues australiens, qui est plutôt centrée sur la kinésithérapie. Une base de données qui regroupe les essais randomisés contrôlés, les revues systématiques et les guidelines publiés, et qui regroupe donc 60 000 études. Et ce que l'on constate, c'est une augmentation surtout à partir du milieu des années 2000, du nombre de publications et une évolution qu'on peut qualifier d'exponentielle, ce qui est extrêmement encourageant. Mais ces publications, finalement, répondent-elles aux enjeux évoqués? Alors, tout d'abord, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, la réponse pourrait au moins en partie être oui, puisque les principales thématiques autour de ces publications sont en lien avec les affections musculo-squelettiques, cardiovasculaires, neurologiques, également orthopédiques. On constate également un intérêt assez fort pour les sciences de la rééducation en gérontologie, pour le mieux vieillir. D'autres thématiques sont également abordées, telles que l'incontinence urinaire, également l'oncologie, quand on s'intéresse à l'évolution des thématiques. L'oncologie est quelque chose d'assez récent, qui accompagne sans doute les progrès en médecine. En revanche, on constate l'absence des atteintes sensorielles, peut-être en lien avec le fait que cette base de données est vraiment centrée sur la kinésithérapie, qui sont peut-être moins impliqués dans ces prises en charge, mais je crois justifie le développement des sciences de la rééducation dans ces différents domaines. Alors, on évoquait la qualité méthodologique précédemment des essais randomisés contrôlés. Alors, qu'en est-il? La base de données PEDRO a développé un outil d'évaluation qualitative des essais randomisés contrôlés. Et ce que l'on constate donc sur les 43 000 essais recensés dans la base de données PEDRO, c'est que 40% de ces études ont une qualité modérée à élevée, ce qui est encourageant. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que la vaste majorité des études satisfait un certain nombre de critères tels que la randomisation, les comparaisons et le rapport des données de leur variabilité. On observe également une caractéristique des sciences de la rééducation, notamment en regard de la difficulté de rendre naïfs aussi bien les patients que les soignants qui proposent les thérapies bien souvent physiques. Et puis on distingue également probablement des pistes d'amélioration, puisque seul un tiers des études recensées proposent une allocation secrète, mesurent les critères d'évaluation par des évaluateurs qui seraient naïfs de l'intervention et proposent une analyse statistique également adaptée. Donc sans doute des pistes d'amélioration. Alors si on veut voir la place de la France dans cette dynamique de recherche, on peut s'intéresser à une étude qui a fait un zoom sur une période de 30 ans, qui s'est achevée de 86 à 2017, et qui a évalué la quantité de publications en fonction du pays. Et ce que l'on constate, c'est que la France se hisse à la 19e place, ce qui est tout à fait encourageant. Et quand on regarde la qualité des études publiées, alors c'est tout à fait discutable, puisqu'ici le critère était le nombre de citations, mais toujours est-il que la France se hisse au 7e rang. Il y a un autre élément également tout aussi intéressant, c'est que si on fait un peu le lien entre ces deux données, c'est-à-dire parmi les 20 pays qui publient le plus, lesquels sont le plus cités, eh bien la France se hisse au second rang, et je crois qu'on peut s'en satisfaire.
D'autant que ces données, comme vous le remarquerez, sont antérieures à la création du Conseil national universitaire. Et donc, on espère que la France pourra contribuer davantage à l'avenir aux sciences de la rééducation. Donc, pour conclure, on peut dire que les sciences de la rééducation visent à améliorer les connaissances afin de préserver, restaurer, compenser et améliorer la fonction, mais également apporter des contributions sur le mieux vieillir. Je crois qu'il y a une part importante des travaux qui permettent également de montrer que les sciences de la rééducation, en tout cas la rééducation, permet de prévenir un certain nombre de coûts de santé. La création du Conseil national universitaire, il y a maintenant 5 ans, est une première étape qui permettra sans doute de mieux structurer, faciliter et valoriser la recherche, même si de nombreuses questions demeurent, notamment, comme je le présentais tout à l'heure, le socle commun de formation pour les professions de la rééducation. Peut-être des statuts qui seraient plus valorisants et qui favoriseraient des parcours hospitalo-universitaires, puisque le Conseil national universitaire est mono-appartenant actuellement. On peut se poser la question également au sein des hôpitaux, la reconnaissance statutaire des cliniciens ou cliniciens chercheurs au sein du service hospitalier. Comme cela a été évoqué, des efforts méthodologiques peuvent être nécessaires et les thématiques devront évoluer, comme c'est le cas, mais je n'ai pas eu le temps de le détailler, en fonction des besoins, des enjeux actuels et à venir. Et je crois que les sciences de la rééducation ne devraient pas se priver du développement des nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle ou de la santé numérique. Je vous remercie pour votre attention. Merci Tristan. On a vraiment très peu de temps, juste à mon avis, 1 ou 2 questions, sinon vous n'aurez pas le temps de manger. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, moi j'en ai une. J'avais pas réalisé avant votre présentation qu'il y avait déjà autant d'IA dans la production des images. Et est-ce qu'on ne va pas se retrouver face à des prophéties autoréalisatrices si derrière on refait passer nous des modèles cherchant à partir de ces images déjà traitées du pronostic ou de la segmentation, enfin dans tous les aspects que vous avez abordés? C'est une question extrêmement importante. Il y a on pourrait dire deux sortes de manières de produire. Il y a des images entièrement produites, des images qui n'existent pas et qui sont entièrement produites par des modèles. Et ça sert à générer des données synthétiques qui peuvent ensuite être utilisées dans des essais ou qui peuvent aider à enrichir des bases de données qu'on considère comme en n'étant pas assez grosses. On peut les rendre plus grosses en injectant des données qui sont des données synthétiques, qui sont visuellement impossible à distinguer pour nous d'une image réelle, mais qui sont en fait faites par des machines. Donc ça, c'est la première chose. Et on sait que ça peut avoir un intérêt, mais on sait qu'il ne faut pas trop en abuser, parce que si on augmente au-delà de 20 à 25%, on commence à décliner en termes de performance des modèles qui sont ensuite générés par rapport à ça. Donc ça, c'est pour la recherche, disons. Et puis pour l'activité clinique quotidienne, ça, c'est pour le coup complètement routine, et maintenant, c'est virtuellement pour tous les constructeurs. Demain, si vous allez vous faire un scanner ou une IRM, il y a des grandes chances que les images aient été en grande partie reconstruites par des algorithmes. Et ensuite, nous, on peut les régler pour déterminer plus ou moins de présence de l'IA, plus ou moins de traitement des données. Le but, c'est de produire des images de bien meilleure qualité et qui sont moins bruitées et qui compensent le mouvement, etc. Le problème, effectivement, c'est qu'ensuite, si on utilise ces mêmes données-là pour générer des données d'intelligence artificielle, on se retrouve dans un moment où les machines créent des machines. Ça, on n'a pas encore vraiment de retour sur ça. On ne sait pas trop encore comment ça va se passer. Les constructeurs sont très confiants, évidemment, les startups aussi. À nous d'apporter vraiment une précaution et une caution académique pour vérifier que ça sera le cas ou pas. Oui, une question sur l'IA. Il y a une petite musique qu'on entend essentiellement d'ailleurs par des gens politiques, pas forcément avec une formation scientifique, qui est demain avec l'IA, ça va révolutionner les choses, je suis d'accord. Ça va permettre de gagner du temps médical, là j'achoppe un peu, et puis demain vous n'aurez plus besoin de radiologue ou d'anatomopathologistes. Si je reviens 20 ans en arrière,
équipement de mon service des urgences en informatique, on m'avait aussi raconté que j'allais gagner du temps médical. Non, ça a consommé du temps médical. On a fait un saut de qualité. Comment vous vous mettez en prospective à 10 ans sur ce sujet? On va gagner du temps médical, je n'y crois pas. Et certaines disciplines comme les vôtres vont disparaître, je n'y crois pas non plus un instant. Je crois que je peux en tout cas apporter un élément de réponse. Je suis de votre avis, on ne va pas remplacer ni les radiologues ni les anapathes. Il y a l'IA en radiologie a de l'avance par rapport à l'anapathe. C'était il y a 10-15 ans, l'IA va remplacer les radiologues. Il y a toujours autant de radiologues, donc je crois que c'est vraiment pas le cas. Maintenant, ça peut nous aider dans les tâches, et vous l'avez vu, segmenter, quantifier. On fait beaucoup d'analyses quantitatives que l'on ne peut pas faire à l'œil nu. Donc ça va vraiment être un outil d'aide, aussi bien pour le radiologue que pour l'anapathe. Donc très bien. Moi, mon angoisse, et je dis ça devant des doyens, c'est comment on va enseigner maintenant nos disciplines si on leur dit qu'il y a des logiciels qui vont vous permettre d'aller identifier le cancer de la prostate. Je pense qu'en tant qu'enseignant en anapathe, c'est en regardant des lames, sans renseignement, en essayant de se faire une idée, qu'on arrive à progresser et à enseigner. Donc je pense qu'il faut qu'on soit d'autant plus vigilant, c'est surtout dans l'enseignement de nos jeunes, et faire attention à ne pas mettre trop d'IA, en tout cas au début dans l'enseignement des jeunes. Et j'apporte un complément, en fait, un peu en lien avec la question précédente. On a dit une partie des images vont être générées par l'IA, puis vont être traitées par l'IA. Pour l'instant, on est à une phase où les gens qui commencent à utiliser ces outils ont été formés sans IA, nous. Les générations qui arrivent vont être en grande partie formées par l'IA, ou en tout cas vont manipuler des outils d'IA qui vont probablement modifier la manière avec laquelle ils vont appréhender cliniquement leurs malades. Et donc, on va arriver peut-être à un moment où, effectivement, ça va être compliqué de savoir comment faire pour évaluer correctement ces outils. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est on parle aujourd'hui d'image et d'IA parce qu'on a l'impression que c'est naturellement les domaines de la médecine qui sont les plus porteurs d'IA. En réalité, ça touche et ça peut toucher n'importe quel domaine des sciences de la santé et des soins. Il y a même des domaines médicaux qui sont beaucoup plus facilement automatisables par l'IA que l'image. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, en fait, vous avez raison, ça va ni probablement changer la quantité de travail vers le bas, mais plutôt soit la même, soit plus. Ça ne va pas changer la démographie médicale. Et puis, il va y avoir des éléments dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, qui vont être des éléments que nous apportent les gens qui sont responsables des services technologiques et informatiques des hôpitaux, qui sont que, ça consomme énormément d'énergie, énormément. Donc, si on veut commencer à implémenter des algos d'IA dans les hôpitaux, les factures de consommation d'électricité et d'investissement dans les structures électroniques deviennent énormes. Et deux, c'est quand même des outils qui sont sensibles aux attaques informatiques. Et donc, il va y avoir aussi une certaine forme d'autorégulation sur la consommation des ressources naturelles et énergétiques d'une part, et l'exposition aux risques d'attaque dont on sait tous qu'elles sont de plus en plus fréquentes. Merci. Une dernière question, et puis après on s'arrêtera. Bonjour, merci pour cette présentation. C'est encore une question pour l'IA. Je suis Roxane Autissier de Clermont-Ferrand. Et je me posais la question parce que donc l'IA sur les lames d'anapathe, très bien, ça reste du 2D. Est-ce qu'il est prévu d'implémenter dans le modèle, en fait, par exemple, des imageries telles que l'IRM, pour coupler et apporter justement cette notion de 3D, vu qu'on sait à quel point le micro-environnement tumoral est important pour la réussite notamment des thérapies ciblées. En fait, la raison pour laquelle on vous a fait cette présentation ensemble, c'est parce qu'on croit, mais extrêmement fort, à l'intégration multimodale et multi-échelle. Donc ça veut dire intégrer des données de nature différente et intégrer des dimensions différentes. Donc effectivement, l'anapathe 2D, mais enfin l'anapathe, il y a une profondeur aussi qui existe dans la morphologie et l'immunohistochimie, qui est complètement une sorte de troisième dimension aussi. Et oui, tout à fait, l'objectif à terme, c'est cette intégration complexe des données multi-échelles, multi-omiques. Et c'est vraiment typiquement le type de projet qu'on porte ensemble avec Valérie. Oui. Merci à tous les orateurs, merci Maxime, merci Valérie, merci Yann, merci Isabelle, Tristan et Emmanuel.